Quelques semaines après le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les bonnes nouvelles continuent de s'enchaîner pour les cadres de son parti, le Front populaire ivoirien. Et c'est Simone Ehivé Gbagbo qui, aujourd'hui, pousse un ouf de soulagement. En effet, le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-première dame ivoirienne, accusée de crimes contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011, a été levé. Répondant à une demande du procureur, la Chambre considère qu'il est approprié de décider que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo cesse d'être effectif, écrit la CPI dans une décision de 7 pages datée du 19 juillet et rendue publique jeudi dernier. Pour l'avocat de Simone Gbagbo, c'est évidemment une bonne nouvelle. Elle pourra désormais librement voyager à travers le monde entier, a-t-il réagi dans une déclaration, ajoutant que cette levée du mandat vient boucler définitivement les poursuites dont faisait l'objet les Gbagbo devant la CPI. Que comprendre de cette décision rendue par la Cour pénale internationale? Est-ce un changement de stratégie du bureau du procureur? Quel est l'impact sur le FPI et l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire? Peut-on s'attendre à des ambitions politiques nouvelles pour l'ex-première dame? Côte d'Ivoire, levée du mandat d'arrêt de la CPI, raisons et conséquences pour Simone Gbagbo. C'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Avec moi aujourd'hui, Emel Guérin, bonjour. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique. Hilaire Kofidia, après question pour vous, une décision donc de la CPI, on va dire de rapporter ce mandat-là. À quoi répond ou à quoi pourrait répondre cette décision-là? Les raisons qui fondent cette décision de la CPI sont à la fois juridiques et politiques. La Chambre a considéré qu'il est approprié de décider que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, cesse d'être effectif. Et en agissant ainsi, elle répond à une requête du procureur. Et il faut comprendre que, en droit, comme le dit le juriste allemand, consulte, la preuve est la rançon du droit. Et par conséquent, lorsque les éléments de preuve ne sont pas tangibles, lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, il va de ce qu'on puisse prononcer un acquittement. L'acquittement met en relief, pour le dire autrement, l'acquittement met en relief le fait que les preuves sur lesquelles était fondé le mandat d'arrêt sont fondamentalement insuffisantes. Et comme vous l'avez si bien dit d'entrée et de jeu, c'est une bonne nouvelle pour la famille Gbagbo, bonne nouvelle pour les militants du FPI, mais une mauvaise nouvelle pour les défenseurs des droits de l'homme et une mauvaise nouvelle pour les supposés 30 000 victimes. Alors, Emel Guérin, une décision donc qui intervient après, on va le dire, que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé aient aussi été acquittés par la CPI. Est-ce que, quelque part, on va dire que le bureau du procureur répond à ce premier double acquittement? Parce que le bureau du procureur avait poursuivi Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour quasiment les mêmes chefs d'accusation. Les deux ayant été acquittés par la CPI, c'était donc quelque peu normal que le bureau du procureur se rétracte par rapport à ce mandat-là émis contre Simone Gbagbo. Oui, c'est normal, on s'y attendait. Même, vous vous rappelez, personne n'en parlait même plus. On avait presque oublié, sauf le président Ouattara qui se rappelait chaque fois de ça et s'en servait comme un moyen de pression sur Simone Gbagbo. Ouais, donc c'est normal, après l'acquittement des deux, puisque c'est le même chef d'accusation et de crimes contre l'humanité, viol, meurtre, actes inhumains, persécution. Ouais, donc n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne avait déjà acquitté Simone par rapport aux crimes contre l'humanité dont elle avait été accusée. Avant que le 5 mars, je crois, 2015, elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour sûreté de l'État. C'est ce qui est atteinte à la sûreté de l'État, ce qui est vraiment bidon à mon avis. Donc aujourd'hui, c'est normal que, puisqu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour accuser Gbagbo et Charles Blé Goudé, ou la CPI avec le travail baroque qu'a fait Bensouda,
qui a mouillé partout et au campus. Vous vous rappelez qu'à 4 jours de la déportation de Laurent Gbagbo, Campos avait déjeuné avec Ouattara, tout le monde l'a su, à Paris. Ça, c'est connu de tout le monde. Et donc, par rapport à ça, il y a cette connivence avec le pouvoir où la CPI a perdu un peu de crédibilité dans ce dossier-là. On va en parler parce qu'on ne peut pas parler de l'acquittement de Laurent Gbagbo sans parler de Gbagbo lui-même. Pourquoi elle était sous ce coup de mandat d'arrêt? Pourquoi Simon était sous ce coup? Parce que ce qu'on lui reproche à partir de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Or, ce qui est bizarre, monsieur a parlé tout à l'heure que les défenseurs des droits de l'homme seront déçus. Mais il n'y a pas que dans une guerre, comment vous comprendre qu'il n'y a qu'un seul camp qui a commis des exactions? Or, qu'il vous souvienne que Gbagbo était au pouvoir. Je donne un exemple. Vous comprenez, vous, que par exemple, quand je prends le cas de Niger, simplement, que les protagonistes, enfin, l'un des candidats dit qu'il a gagné, conteste les résultats, vous pouvez comprendre qu'il déclenche une guerre contre celui qui dit non, c'est moi qui ai gagné. Ça se passe dans toutes les démocraties, dans tous les pays. Lorsque vous vous rappelez en 2000, quand les élections ont été contestées en Floride par rapport à Bush, pourquoi il n'y a pas eu guerre là-bas? Et on pense que c'est normal, lorsque Gbagbo dit « j'ai gagné », Ouattara dit « j'ai gagné », et on trouve que c'est normal qu'il y ait une rébellion pour aller déloger Gbagbo parce qu'il conteste un résultat. Et qu'aucun recours, comme Trump, n'a été examiné. Aucun recours. Mais c'est ahurissant. On est sur quelle planète, s'il vous plaît? Au moins en Côte d'Ivoire, on peut rappeler que le conflit datait d'avant. Justement, c'est de ça qu'il faut tenir compte pour dire qu'en réalité, il faut dire la vérité. Il faut restituer la vérité, comme Gbagbo le dit, il faut restituer la vérité. Pourquoi? Il y a eu des accords. Et l'un des accords était que les rebelles devaient désarmer avant les élections. C'est écrit noir sur blanc. Les preuves sont là. Est-ce qu'ils ont désarmé? Ça prouve qu'ils n'ont pas désarmé. Parce que c'est eux qui ont déclenché cette guerre-là contre Gbagbo pour le déloger, parce qu'il refusait de reconnaître. Supposons qu'il a perdu les résultats. Je suis d'accord. Mais est-ce que une élection vaut le coup de 3000 morts? Une élection vaut qu'on déclenche une guerre pour aller déloger celui qui dit non, je ne veux pas céder le pouvoir? C'est de ça qu'il est question. Je comprendrais un coup d'État. Parce que là, c'est des militaires, c'est des républicains, ils sont des patriotes, je comprendrais. Mais une rébellion, et on ne dit rien sur ceux qui ont déclenché la guerre. Vous avez bien fait de parler de 2002. C'est Gbagbo qui a déclenché la guerre. Tout le mandat de Gbagbo a été saccagé. Il n'a jamais gouverné l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Jamais. Il n'a gouverné la Côte d'Ivoire dans son entièreté que 2 ans. Et à partir de 2002, les malheurs de la Côte d'Ivoire ont commencé. C'est pas lui qui a déclenché la guerre. Et personne ne dit rien par rapport à ça. Lorsque vous avez vu ce qui s'est passé à Bouaké, les enquêtes de Douekoué, qui en parle? Personne n'en dit rien. Et je vous rappelle que la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale avait ordonné que Bensouda fasse des enquêtes qui remontent jusqu'en 2002. On en est où, s'il vous plaît? Rien n'a été fait. C'est ça la vérité qui vous dit. Il faut remonter à 2002. Donc c'était normal que ce mandat d'arrêt-là soit rapporté Absolument, tout à fait. Et que les enquêtes soient poursuivies pour qu'on sache qui a fait quoi en Côte d'Ivoire. Hilaire Kofidia, j'aimerais vous demander, par rapport à ce dossier-là, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que, eh bien, les Gbagbo, notamment Simon Gbagbo, n'a rien à se reprocher dans ces affaires-là ou dans ces principes-là? Est-ce que quelque part, c'est ce que traduit cette décision de la CPI, ou bien non, on choisit de faire table rase du passé pour essayer d'accompagner le processus de réconciliation actuellement en cours en Côte d'Ivoire? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire porte un nom, la guerre. Et la guerre n'a jamais été unilatérale. Elle a toujours été de tout temps bilatérale. Ce qui suppose la présence de 2 protagonistes, 2 parties, 2 camps. Donc les responsabilités pour les situer de façon impartiale doivent être forcément des 2 côtés. Parce que la guerre est déclenchée par quelqu'un. Avec quels moyens et dans quel but? Et lorsqu'on décide de plein gré de clouer au pilori, de vouer aux gémonies ou de passer à la moulinette un seul camp, cela dénote de ce que on a utilisé la force pour gagner. Et la Côte d'Ivoire est supposée être un état de droit. Le droit devrait être dit. Et le droit devrait être dit à chacun. Et quand on n'a pas opté pour le droit, et comme le dit mon vis-à-vis, c'est la violence qui s'installe.
Et lorsque la violence s'installe, c'est les rapports de force. Et c'est le meilleur qui gagne. Et donc, lorsque les juges décident de mettre un terme aux poursuites, cela ne fait pas des Gbagbo des innocents. Mais lorsque le premier cas n'a pas été poursuivi, cela ne fait pas de lui non plus un innocent. Il utilise, comme on le sait, pour le moment, sa posture actuelle. C'est lui le puissant de l'instant. C'est lui qui dicte la conduite à tenir, la politique à tenir. Par conséquent, la Cour, ayant pris du recul, ayant regardé, comme dirait l'autre, avec les yeux de poisson vivant, les éléments de preuve, a estimé qu'il serait maladroit, inégal, de ne condamner qu'un seul camp et a choisi d'abandonner. Mais la raison profonde, j'ai donné la raison juridique, vous m'avez arraché la parole, la raison politique, elle est tout simple. Puisque le mari, 8 ans, à la CPI, en 8 ans d'année, on n'a pas cherché les éléments de preuve avant de le prendre, mais on l'a envoyé plus tôt. Et on a cherché les éléments de preuve. Et 8 ans de vie, dans la vie d'un homme, on a décidé finalement que ce n'est pas bien. Et parce qu'on sent que ça a rentré en Côte d'Ivoire, pourrait perturber le cours normal des élections. Il a fait encore 2 ans en Belgique, une prison à ciel ouvert. 2 ans, une prison à ciel ouvert. Et c'est 10 ans après, il rentre. Le mari, 10 ans de sa vie. La femme, 7 ans de détention. 17 ans pour ce couple-là. On ne peut qu'appeler non seulement un divorce politique, on va en venir au divorce matrimonial. Parce que les nerfs ont souffert. Les nerfs ont souffert. Donc, les Gbagbo ne sont pas innocents, mais le camp Ouattara n'est pas non plus innocent. Ce que j'aurais aimé, c'est que la Cour attende que le pouvoir change de main, parce que le pouvoir change toujours de main. La roue de l'histoire politique, elle tourne toujours, et tout est éphémère. Et quand le pouvoir va tourner de main, qu'on rouvre ce dossier et qu'on puisse écouter les deux camps, tel que le droit l'enseigne. Parce qu'il y a un adage latin qui dit, excusez-moi, c'est mon dada, justitia est voluntas sum quique tribuere. La justice est volonté de faire à chacun son droit. Il faut faire au camp Ouattara son droit, il faut faire au camp Gbagbo son droit. Un droit n'est pas fait à un seul camp au détriment de l'autre. Parce que le camp qui est au pouvoir dispose de la plénitude des prérogatives pour donner des ordres ou pour passer par des réutilisations nocturnes et politiques pour atteindre la cible. C'est pourquoi, même si nous tombons en matière religieuse, où le pardon est éminemment approuvé, quelle que soit la gravité de la faute, a dit les accolades n'apaiseront pas les âmes des victimes, des 3000 qui jusqu'à ce jour, ne reviendront plus en Côte d'Ivoire pour combattre. C'est des combattants. Et on a besoin de ces combattants. Par conséquent, il faut commencer par demander aux leaders de partis politiques d'enseigner à leurs militants la maîtrise de soi, d'enseigner à leurs militants le principe du contradictoire, d'enseigner à leurs militants d'accepter les voix discordantes. Il faut enseigner aux dirigeants, aux politiques de reconnaître des médias opposés. Il faut leur enseigner de ne pas étouffer les médias, de ne pas éteindre ou d'empêcher ces médias de s'exprimer. Parce que c'est grâce à la parole qu'ils ont pu accéder au pouvoir. Et au début, comme l'a dit Dieu, le verbus, le verbe. Et le verbe reste là, le verbe. Et vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui, au détriment de tous ces spectacles-là, finalement prend le dessus? C'est le verbe, c'est le dialogue, c'est le verbus. Et ce verbus est appelé à appeler les accolades. Mais ces accolades-là, vous allez constater bientôt, seront éphémères parce que, comme on le dira tout à l'heure, comme on le constatera tout à l'heure dans la suite de notre développement, il y a des joutes juridiquement oratoires ou politiques qui vont se mener maintenant entre les pro-Gbagbo, le FPI, et on verra comment le troisième mandat, et si ce troisième mandat n'appellera pas un quatrième mandat. Alors, Emel Guéré, par rapport au bureau du procureur, est-ce que l'arrivée du Britannique Khan change un peu la stratégie du bureau du procureur? Est-ce que vous avez l'impression que le fait de rapporter ce mandat d'arrêt-là est une façon de dire c'est une nouvelle équipe qui est là, nous entendons pourquoi pas remettre les pendules à l'heure, mettre les choses à plat et entamer un nouveau travail de notre propre chef avec nos propres principes et notre méthode de travail appropriée ou personnelle? Oui, je crois qu'il a d'ailleurs dit à l'entame de son mandat
à la CPI. Et je crois qu'il fera tout pour laver la flétrissure que Bensouda a jetée sur la CPI. Elle a fait un travail très bâclé. Le tribunal, la Chambre lui a reproché, c'est-à-dire que les preuves que Bensouda a apportées sont des preuves de seconde zone. Ouais, c'est-à-dire des tranches de journaux. Il y a eu 5300, plus de 5300 preuves avait-elle déclaré. Vous imaginez, je préfère 7 preuves pour gagner un procès que 5300. Et elle a perdu encore. Vous voyez, donc c'est sûr qu'elle n'a pas fait. Et la plupart de certaines preuves sont données par le camp de Ouattara. Ça pose problème. On accuse quelqu'un de crime contre l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a planifié tout ce qui a été fait. Donc il faut apporter des preuves. Comme vous êtes en train de le dire, je ne suis pas en train de dire que Gbagbo est innocent, ni Ouattara est innocent. Pour le moment, quand il n'y a pas de jugement, ils sont tous innocents. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas eu de jugement. De toutes les manières, il y a eu des actions en Côte d'Ivoire. Il faut chercher les coupables. Donc il n'y a que des enquêtes qui peuvent nous amener là. Or, le travail qu'a fait Bensouda, c'est un travail qui n'a pas de sens. Ça dit qu'on a gaspillé de l'argent, on a perdu du temps, des années de procès pour maintenir quelqu'un en prison le temps que l'autre finisse son mandat. Et comme la roue tourne, comme l'histoire est têtue, les 2 mandats ne lui ont pas suffi et il envole un 3e mandat. On est en cours, on verra bien ce qui va se passer. Ce qui est sûr, la CPI est obligée aujourd'hui de redorer son blason, parce que tout le monde voit la CPI comme une institution mise en place pour juger les présidents africains, les Africains, parce que les États-Unis n'ont pas ratifié. Ce qui est plus grave, au moment où Gbagbo était transféré, était déporté, j'allais dire, à la haie, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le traité de Rome. Est-ce que... attendez, ça ne sonne pas dans un entendement humain. La Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié. C'est en 2013. Gbagbo est parti en décembre 2011 et c'est en 2013 que la Côte d'Ivoire ratifie le traité de Rome, c'est-à-dire qui le lie à la CPI. Comment on peut expliquer ça? Et c'est après maintenant, vous prenez quelqu'un et c'est après maintenant qu'on ne va pas chercher des preuves pour son inculpation. Alors au nom de quoi vous le mettez en détention? Ça n'a aucun sens. Et dans une guerre, vous voulez quoi? Je dis l'État, l'armée, la police a le monopole de la violence. Parce que c'est elle qui est légale, l'armée. Donc, lorsqu'elle est attaquée, il y a une guerre. Que voulez-vous que Gbagbo fasse? Il n'y a aucune guerre propre. Lorsque, à Bouaké, on a enterré vivant dans une citerne des centaines de gendarmes, sous le regard bienveillant, cynique de Guillaume Soro, les preuves sont là. Ceux qui ont commis des crimes, on les connaît en Côte d'Ivoire. Les vidéos sont là. On ne les a pas utilisées. Des images sont là. Il y a les rapports des experts de l'Union africaine. C'est là, on n'en parle pas. Il y a les rapports des experts de l'Afrique du Sud, parce que Thabo Mbeki avait été médiateur dans cette crise-là. Vous savez ce qu'il dit de Ouattara. Et c'est Gbagbo. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation atypique, une situation qui sort de l'entendement humain. C'est Gbagbo qui a légitimé la candidature de Alassane Ouattara. Avec l'article 48 de la Constitution que Mbeki lui a suivi, il faut prendre cette décision. Et on estime qu'il n'est pas... Qu'est-ce qu'il dit il y a 2 jours, lorsqu'il rencontrait les conjointes des hommes politiques? D'abord, je vous rappelle, quand il a rencontré Ouattara, il dit quoi? Ça fait partie, je peux aisément dire que Gbagbo a contribué largement à libérer sa femme. Parce qu'il dit, moi je suis le chef de file. Il n'est pas normal que je sois libre et qu'il soit encore en prison. Alors que Simon Gbagbo avait été acquitté par une amnistie collective. Pourquoi Ouattara n'avait pas pris une amnistie pour les militaires, les centaines de militaires et autres sympathisants de Gbagbo qui sont encore en prison à l'heure où je parle? Par rapport à cette crise 2010-2011, ça n'a pas de sens. Lorsque Gbagbo était à la haie et qu'en 2011, on a massacré les partisans du FPI à Yopougon, c'est Gbagbo qui est venu faire ça? Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire. Dans une guerre, il y a toujours des actions. Je ne peux pas dire aujourd'hui que Ouattara a donné des hommes pour massacrer des Baoulés. J'ai des amis Baoulés où on m'a dit des centaines ont été massacrés. Je ne peux pas non plus dire que Gbagbo a donné des ordres ou Simone pour massacrer les Dioula. Encore que Gbagbo parle très bien Dioula. Et sa femme est une or qui a fait les négociations. Tout le temps, Gbagbo s'est peiné pour la démocratie. C'est un homme de paix. C'est lui qui s'est déplacé pour aller voir Compaoré pour dire venez
il a demandé à comparer d'être médiateur de la crise. Il est clean. Je ne dis pas qu'il est clean. C'est possible qu'il ait commis des erreurs. Mais ce que je veux rappeler, lorsque vous êtes chez vous et qu'on vous attaque, allez vous rester tranquille, ce n'est pas possible. Maintenant, lorsque vous accusez quelqu'un, apportez les preuves de cette accusation. Et puis surtout, on sait qu'il y a eu des faits graves en Côte d'Ivoire. Le Touékou, et j'en parlais tout à l'heure, c'est l'épicentre. Certainement dans 2 camps. Mais ce qui est sûr, c'est Gbagbo qui a été attaqué. C'est pas lui qui a déclenché la guerre. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Gbagbo qui a été attaqué en tant que président légitime de la Côte d'Ivoire. Et on ne tient pas compte de ça. Et dans quel pays du monde... Mais il a été acquitté quelque part. Oui, d'accord. Dans quel pays du monde vous avez entendu qu'un président qui conteste une élection est attaqué par les armes? Quelque part, ne faut-il pas saluer, je dirais, le travail fait par la CPI dans ces affaires-là? Je m'en vais dire d'abord à mon vis-à-vis, je ne sais pas s'il a un parent Gbagbo, que le fait que la CPI ait levé le mandat d'arrêt ne fait pas de Gbagbo un innocent. Je tiens à mettre beaucoup la... Ni un coupable non plus. Il y a la présomption d'innocence. Il n'est pas innocent, mais il n'est pas coupable. On n'a pas... Je ne veux pas faire de la présomption d'innocence une présomption de culpabilité. Donc s'il n'est pas innocent, il est coupable. Puisque nos tribunaux africains ont pris cette habitude-là de transformer la présomption d'innocence en une présomption de culpabilité. Oui, il est coupable. Je n'ai pas dit ça, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez-y. Je vous dis simplement que le fait pour la Cour pénale internationale de mettre un terme aux poursuites à l'endroit des Gbagbo ne fait pas d'eux des innocents. Ils ont été aux affaires et d'une manière ou d'une autre, ils ont commis des erreurs. Peut-être que ces erreurs ne sont pas aussi élevées et relevées que celles commises par le camp Gbagbo. Que cela soit clair. Et en droit, arrêter les poursuites ne fait pas de vous un innocent. On a bien dit que les preuves sont insuffisantes. Donc il y a eu un début de preuve. Il y a forcément un début de preuve. Et donc arrêter de peindre Gbagbo comme étant blanc comme la neige. Moi, je suis très équilibriste. Et vous disiez tantôt que est-ce qu'on ne va pas féliciter ou applaudir quelque part, est-ce qu'il ne faut pas saluer la CPI dans son fonctionnement? Non. La CPI a fait montre de manquement notoire à mon égard. Parce que, et comme il le dit, il s'agit quand même d'une personnalité politique, de Gbagbo, le président. Il a été humilié à la face du monde. Et si c'est pour nous dire finalement que les preuves sont insuffisantes, c'est pas bien. Ça ne fait pas bien. Je revois encore les images. Les soldats qui prenaient l'habit de Gbagbo, le traînant comme un vil individu, un cuit-d'âme qui n'a pas servi le pays, qui n'a été d'aucune utilité pour la Côte d'Ivoire. Ça faisait pitié, ça fait pleurer certains. Et soustraire 8 ans, voire 10 ans de la vie de quelqu'un pour venir à ce résultat. Non, souffrez que je ne puisse pas féliciter la CPI, mais que je puisse applaudir cette décision qui vient rendre justice. Uses as boni et a écrit. Le droit est là du bon et de l'équitable. Où est le bon dans ce que la CPI a fait? La CPI aurait fait preuve de bonté en ayant d'abord sous la main des preuves tangibles. La CPI aurait fait preuve d'équité en ayant d'abord des preuves tangibles. C'est le bureau du procureur qui poursuit. Le bureau du procureur. Je ne refuse pas. Oui, quand je dis la CPI, je pense à Bensouda. À Bensouda. Et le juge du siège aurait pu l'arrêter plus tôt. Donc, on a constaté, comme il le dit, c'est là je le rejoins, que les rapports de force ont joué. Qu'on a choisi de motu proprio de se séparer d'un homme pour s'accaparer de ce qui semble être le gâteau disputable. Et cela est d'autant plus vrai que, normalement, pour donner un exemple à la jeunesse, c'est 2 mandats. Mais pourquoi un 3e mandat? Nos États africains sont-ils maudits? Regardez la grande puissance des États-Unis. C'est un mandat de 4 ans, c'est même pas 5 ans. C'est toujours 8 ans. Mon État aussi volumineux. Autant mieux modifier la Constitution et dire alors que le mandat sera dorénavant illimité. Là, on comprendrait que autant vous pouvez le faire, c'est le jour où on vous bat que vous pouvez céder. Voyez-vous, donc, on ne peut pas applaudir des 2 mains
le travail est fait par la CPI, mais on peut applaudir finalement le fait que la CPI s'est rattrapée et a voulu accorder la liberté d'agir, la liberté de circuler, la liberté de voyager, la liberté de se repositionner politiquement à ces dirigeants et de la Côte d'Ivoire avec lesquels la Côte d'Ivoire est censée d'une manière ou d'une autre composer. Alors, Simone Gbagbo, parlons-en, aujourd'hui libre d'aller et de venir partout où elle veut. Son avocat, Maître Dadje, s'est réjoui donc de cette décision-là. Il a rappelé que cela mettait fin à une poursuite contre sa cliente. Selon vous, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour Simone Gbagbo? Bon, son avocat a été clair qu'il s'en réjouit et que Simone Gbagbo peut aller partout dans le monde et se remettre à la disposition de son parti politique, dont le FPI, qu'elle veut faire de la politique. Elle a toujours dit, vous vous rappelez, dans ces illusions, le 10 décembre 2020, lors de l'enterrement d'un cadre du FPI, elle avait dit Gbagbo était en route et que j'étais en train de peindre mes murs pour l'accueillir. Malheureusement, Gbagbo n'a pas atterri à la maison. Donc ça pose un problème, ça va beaucoup jouer sur la CPI, sur le FPI, parce que Simone Gbagbo demeure extrêmement très populaire, très influente au sein du FPI, surtout de la classe chrétienne évangéliste, où elle est très influente, surtout que Gbagbo vient de marquer la séparation définitive avec les évangélistes. Ils vont beaucoup se réveiller contre Gbagbo. Et je pense, pour ma part, que Gbagbo n'a plus pour autant, parce qu'il ne commettrait pas une telle erreur, pour autant des ambitions de présidentielles, j'allais dire. Et donc, peut-être pour ça, il va certainement penser à la relève. Et là, ça va fausser, ça va lui donner encore un poids. Parce que lui aussi, sa popularité est restée intacte. Tout le monde le sait, très intacte. C'est pour dire, au fait, que moi, je n'ai pas parent Gbagbo, mais je regarde les faits qui sont là. Parce que lorsque vous avez un président en place et qu'une rébellion est déclenchée, qu'est-ce qui se passe? Avant d'arriver au pouvoir, il y a des milliers de civils qui meurent d'abord. Si vous ne savez pas faire et que votre maison était sur la route, l'itinéraire des rebelles, vous êtes broyés, vous êtes tués, votre population s'enfuit ou tuée. C'est ça que je dis. Parce que les civils n'ont pas demandé ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2002, on puisse déclencher cette rébellion-là? Et Gbagbo dit, il y a 2 jours, je ne suis pas sorti de l'appareil d'État, de la classe dirigeante. Je me suis battu pour arriver là où je suis. Et il dit, il n'y a pas de développement sans liberté individuelle. C'est fondamental. Quelqu'un qui a passé quand même 10 ans, d'abord le seul et unique homme politique ivoirien pour avoir combattu le président Houphouët-Boigny. Vous vous rendez compte? Et ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut qu'on le dise, est pire que le temps de Houphouët-Boigny. Pourquoi? Je m'explique. J'ai écouté les 2 syndicats de la magistrature ivoirienne. J'ai écouté le barreau de la Côte d'Ivoire qui estime qu'aujourd'hui, il y a une confusion de pouvoir politique, de pouvoir judiciaire à Abidjan. Publiquement, avec des preuves. Ça pose un problème. Quel homme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas surveillé, n'est pas sous enfin, quand vous prenez la Finguessan, surveillance judiciaire, Simone Gbagbo sait, curieusement, le jeudi dernier, le 19 juillet dernier, que cela a été levé. Pardon, il y a le jeudi dernier, j'allais dire, que ce mandat a été levé. Donc tout le monde, Guillaume Soro, 20 ans, perpétuité, ainsi de suite, tout le monde. Mais Gbagbo dit, je mets à défi, il y a 2 jours, donnez-moi un seul homme politique que j'ai mis en prison quand j'étais au pouvoir pendant les 10 ans. Pourtant, il a fait la guerre. Un seul homme politique. Il dit, la place des hommes politiques n'est pas en prison. Il faut que nos dirigeants comprennent cela. Il dit, mais celui qui refuse la contradiction, celui qui refuse qu'on le dérange son pouvoir, il ne peut pas aller loin. C'est ça la réalité de nos pouvoirs africains. Il faut qu'on comprenne que nos dirigeants, ceux qui sont nous dirigeants, comprennent qu'on peut te contredire sans que tu ne cherches forcément à foutre la personne en prison. On va chercher des chefs d'accusation bidons, on lui colle des trucs qui n'ont pas de sens. Ou on vous fout en prison d'abord avant d'aller chercher des preuves. Comment on peut faire de la politique comme ça en Afrique? Ça ne peut plus continuer. Et il dit, en Suisse, le problème de l'Afrique, c'est le non-respect de la Constitution.
C'est ça le problème de l'Afrique. On ne respecte pas nos tests. Quand on les écrit, quelques temps après, on dit non, écoutez, il faut changer. Quand Alassane Draman Ouattara avait révisé la Constitution, je crois en 2015 ou 2016, il a dit, désormais, il y a un ticket électoral, donc le président et le vice-président. On n'a pas encore appliqué qu'en 2018, il amende encore le même test. À l'heure où nous parlons, est-ce que nous avions un vice-président en Côte d'Ivoire? Non, on n'en a pas. Celui qu'il avait nommé, a démissionné, tout le monde sait. Ça ne peut pas continuer. Souffoué, les syndicats, la FESI et autres, le SINARES n'ont pas été dissous. Mais pourquoi aujourd'hui on mène un pays comme ça? Vous ne pouvez pas avoir vous voulez développer un pays contre la liberté. Quand on fait le développement, c'est pour qui? C'est pour le bien de la population, des habitants d'une nation. Et vous les empêchez de parler. Vous comprimez leur liberté. Vous les massacrez. On forme nos polices pour massacrer la population. Regarde ce qu'on a fait à Bédier. Est-ce que Bédier est sorti pour me marcher? Il a appelé à la désobéissance civile, ce qui est démocratique. Et on débarque la cavalerie chez lui. Pendant ce temps, nous avions la cherté de la vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais je peux vous dire que la cherté de la vie dans un pays est à 80% la faute des dirigeants. Une mauvaise politique économique. Je peux démontrer. Et c'est ça qui se passe. On ne parle pas de ça, mais on s'occupe des politiciens, ceux qui vous contredisent, ceux qui veulent aussi le pouvoir comme vous. C'est légitime. Comme il a dit, écrivons dans la Constitution que nous sommes dans une monarchie. Ben là, on comprendrait que c'est comme ça. Et là, il n'y a pas d'opposition. Et la Kofidia, par rapport aux ambitions de Simone Gbagbo, quelles sont les perspectives pour elle, selon vous? Non, elle est restée longtemps dans l'ombre du mari. Mais elle était là au départ, vice-présidente du FPI. Du FPI, ce n'est pas rien. Elle pose des actes forts d'apaisement et de réconciliation aujourd'hui. Elle va changer de registre. Elle va se positionner. Il suffit d'observer sa communication, sa gestuelle, pour constater qu'elle se sent présidentiable. Et le divorce demandé par son mari ne viendra qu'attiser encore cette envie-là. Donc la guerre se fera à l'interne, parce que Gbagbo, finissant, et à 72 ans, et une dame de fer, elle va se mêler à la danse. Et elle dispose d'un ticket qui lui permet aujourd'hui de circuler, de voyager, d'aller prendre des contacts à l'extérieur. Et la Côte d'Ivoire a besoin quand même d'une main féminine pour que la violence puisse cesser. Est-ce qu'elle passera par Simone Gbagbo? Je n'en sais rien. Je ne suis pas gbagboïste. Je n'ai pas de parents Gbagbo, je n'ai pas d'amis Gbagbo, contrairement à mon vis-à-vis, qui voile sa tendance et sa fougue à travers derrière les faits. Mais je pense quand même qu'il faudra vraiment compter avec elle. Parce que choisir au crépuscule de la vie de se séparer d'une dame dont on s'est servi pendant longtemps pour une fraîcheur sentimentale, âgée de 47 ans, dit-on, c'est lui donner au contraire. C'est sa jeune épouse, elle épouse depuis des années, elle lui a fait un fils, je parle de Nadi Bamba. Oui. Pourquoi le divorce n'est pas frais? Non, pourquoi le divorce n'est pas venu avant et c'est après? Pourquoi c'est venu après? C'est pourquoi nous sommes des hommes. Et je suis contre ces hommes-là qui se mettent ensemble après pour venir divorcer. Il ne faut pas y aller, il vaut mieux rester comme moi. C'est vrai que la loi a prévu s'unir et divorcer, mais quand vous la prenez et que vous avez tiré tous les fruits sentimentaux ou amoureux, n'attendez pas le crépuscule de la vie pour dire que vous avez besoin d'une seconde épouse. Et comme vous le constatez, cette figure de proue que va être cette dame-là, comme je l'ai dit tantôt, pourrait apaiser les tensions en Côte d'Ivoire. Et le rôle qu'elle a joué par le passé et l'expérience pénitentiaire vont contribuer à ce qu'elle puisse permettre à leurs militants que la pratique, le quotidien des politiques dans nos États africains surtout, où j'étais en prison, fait que ça promet. Cela promet, d'autant que quand vous regardez la situation de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas lointaine des situations des États voisins.
quand est-ce que la politique en Afrique va se faire de façon libérée et délibérée? Quand est-ce que le quatrième pouvoir pourra jouer un rôle impartial et d'intermédiaire? Quand est-ce que l'opposition va permettre à la mouvance de s'améliorer? Quand est-ce que les critiques, les opinions discordantes de l'opposition vont permettre à la mouvance de donner le meilleur d'elle-même? Mais c'est comme cela que cela doit être conçu. Et je vois cette dame comme étant un bâton magique qui pourrait, un tant soit peu, réunir les citoyens ivoiriens. Et je le disais tantôt, la répétition est pédagogique. Et si elle fait de cette pratique une priorité, ça pourrait prospérer. Parce que dans un cas comme dans l'autre, il faudrait qu'on commence par enseigner aux militants l'amour de la patrie. C'est surtout ça. On ne parle pas d'un amour d'une patrie déguisée en son propre ego. Moi, excusez le vocable, c'est-à-dire je m'aime moi-même. Non. L'amour de la patrie, c'est de choisir, servir la patrie. Et l'amour du prochain. On peut ne pas être d'accord. Les dents et la langue sont logés dans la même bouche. Autant l'amour et la jalousie dans le même lit. Vous voyez? Donc, et la maîtrise du soi, c'est ça, le manque de ces valeurs intrinsèques qui font que la violence l'emporte sur le droit. Or, le droit est un instrument adéquat. Le droit est un instrument d'une utilité intrinsèque pour départager deux protagonistes qui ne s'entendent pas. Et que les politiques cessent d'instrumentaliser ou d'utiliser les diseurs du droit. Permettez le terme, ceux qui disent le droit, le juge. Juger, c'est dire le droit. Et quand on doit dire le droit, ou quand on a comme pour mission ou pour fonction de dire le droit, on n'a pas besoin de prendre le coup de foudre d'un politique ou d'aller dans le sens d'un politique, espérant en retour une promotion. Et l'ascendance de l'exécutif sur le judiciaire fausse tout le jeu démocratique dans tous les États africains. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est exposée dans ce sens. Donc, le bâton exécutif mène une politique de dictat et ça fait que les choses se compliquent. Et cette dame, elle a le background, elle a la capacité, elle a la faculté de se propulser à travers ce qui se fait aujourd'hui et à travers le divorce demandé et à travers le fait qu'elle pourra maintenant cette fois-ci voler de ses propres ailes pour enfin miroiter ou atteindre l'objectif, sa vision politique. Et comme le dit si bien son avocat, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau qui va bientôt se lever en Côte d'Ivoire et on espère que sa présence en tant que femme est celle qui incarne la douleur, l'amour inconditionnel. C'est ça. Il faut une femme pour enfin apaiser la situation politique en Côte d'Ivoire. Et je la vois comme étant un élément essentiel avec lequel la Côte d'Ivoire va falloir compter. Si entre-temps, on ne sort pas de terre d'autres chefs d'accusation et pour l'écarter ou pour la décourager. Parce que nous sommes passés maintenant dans l'art d'inventer des chefs d'accusation ou de coller des choses pour que les ambitions n'aillent pas au bout. Et Melguérin, Simone Gbagbo, est-ce que selon vous, elle peut s'affranchir, je dirais, de la tutelle du FPI et exister politiquement? Non, pas possible. Avant d'arriver, je voudrais juste vous dire à mon co-débatteur, je n'ai pas de parent Gbagbo, donc arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Et je suis impartial dans mon jugement, mais je ne suis pas neutre. Je suis un idéologue, mais quand vous avez été une fois dans votre vie victime d'un quelqu'un qui est politiquement puissant, financièrement puissant, vous savez de quoi je parle, la justice. Vous n'avez pas été victime. Nous, on l'a été, vous comprenez. Je ne dis pas en Côte d'Ivoire, mais tout ça veut dire que vous ne pouvez que défendre la justice. Vous ne pouvez que défendre ce qui est l'équité. C'est ça mon combat aujourd'hui. Et moi, je suis souverainiste. Je me bats pour que les États gardent leur souveraineté ou l'Afrique garde sa souveraineté. Vous comprenez. Pour Simone Gbagbo,
Et vous venez de dire qu'elle est toujours sous le nom de Laurent Gbagbo. Sans Laurent Gbagbo, il n'y a pas de Simone Gbagbo. Vous comprenez? Et donc, comment elle va faire ça, ce pays? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas du tout. Et moi, ce que je crains, c'est que ce divorce-là, le combat politique de Gbagbo soit circoncis dans le cercle familial entre lui et Gbagbo. Moi, je ne veux pas juger la vie privée des gens, mais au regard politique que nous avons des choses, ça n'a pas toujours marché, ces genres de situations. On a vu le couple Clinton. Ça n'a pas marché. Clinton a échoué parce que les Américains n'étaient pas prêts à mettre quelqu'un comme elle au pouvoir, simplement. Vous comprenez? On a vu le cas de l'Afrique du Sud, où personne n'a compris comment, après 27 ans de prison, Nelson Mandela puisse divorcer avec Winnie. Ça surprit tout le monde. Pourtant, il a sa raison de le faire. Donc, ce qui se passe au sein de couple, c'est pas parce que c'est un couple politique que, bon, ils vont étaler tout ce qui se passe. Et vous venez de bien le dire, depuis 2001, que Laurent Gbagbo avait épousé Nadi Bamba. Il y a eu une même mariage traditionnelle depuis 2001. Pourquoi vous vous focalisez sur la vie privée du couple? C'était juste une parenthèse que... Mais c'est la question. C'est la question. J'ai posé cette question. C'est la question. C'est ça le problème. Parce que ce divorce va déranger beaucoup le pays. Va influer sur absolument, la vie du parti. Va diviser le pays. Puisque c'est un coup présidentiel, c'est un coup politique. Ils sont éminents politiques depuis leur naissance, depuis toujours. Vous comprenez? Donc, ça va poser un sérieux problème. Donc, je suis en train de voir comment Laurent Gbagbo, tel que je le connais, rassembleur, fait tacticien, il va essayer de ramener la balle à terre. Encore qu'aujourd'hui, on ne sait pas si la procédure de divorce avant toujours, ils sont que c'est en stand-by là. Donc, ça veut dire que est-ce qu'ils vont l'acter avant les joutes électorales qui viennent, ou attendre d'abord, parce que c'est une bombe à retardement, ce que je vois. Pourquoi? Parce que Simone ne veut pas de ce divorce-là. Elle n'en veut pas du tout. Elle le crie, elle le dit partout, je ne veux pas. Ça veut dire, je viens de dire qu'elle reste très populaire au sein du pays. Et ce qui s'est passé par rapport à ce couple-là, c'est un peu ambigu. J'ai entendu Laurent Gbagbo dire, quand j'étais devant la CPI, je me rappelle encore d'une phrase magistrale qu'il avait prononcée. Il dit: Madame, monsieur le juge, nous irons loin, nous irons jusqu'au bout. Voilà. Et nous sommes en train de voir jusqu'au bout. L'accusation a été levée par rapport à ce Gbagbo. Il est en train d'évoluer. Ça veut dire qu'il avait prophétisé mais ce qui allait se passer. Mais Gbagbo était confronté à une situation par rapport à Simone. C'est-à-dire, le lobby évangéliste a beaucoup influencé la gouvernance de Gbagbo. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est des gens qui ont fait croire à Gbagbo qu'il était le messie de la Côte d'Ivoire. Et il avait des pressions. Vous vous souvenez de la part de ce lobby-là? De ce lobby-là. Et donc de Simone Gbagbo. Absolument. Vous vous souvenez, quand il avait été délogé, il y avait une Bible ouverte. Ça n'a pas de sens. Et qu'aujourd'hui, il estime que des gens m'ont menti. Quand il était déporté, des prophètes ont dit en Côte d'Ivoire qu'il ne rentrerait jamais, proche de Simone Gbagbo, qui ne rentrerait jamais en Côte d'Ivoire. Vous croyez aux prophètes? C'est ce que je dis. Ah non, il est. C'est ce que je dis. C'est le problème que Gbagbo a avec ces gens-là aujourd'hui. Et j'essaie de le comprendre. Parce que ça se passe aussi dans nos vies personnelles, actives, où on vous fait croire ce que peut-être, c'est pas tout. Ils sortent tout ça là pour dire que vous êtes prédestiné à telle chose. Peut-être que s'il n'y avait pas ce lobby puissant derrière, et quand vous les suivez, vous allez au bout. Et à chaque fois, ils allaient prendre de l'argent auprès de Gbagbo. À chaque fois. Il y avait même, de façon officielle, même près de 2 milliards par an qui leur étaient alloués. Et c'est Simon Gbagbo. Je vais vous conter une anecdote. J'étais en Côte d'Ivoire, je crois, en 2009-2010, où les jeunes patriotes avaient encerclé l'ONU, le siège de l'ONU. Et le jour-là, je vous en prie, c'est Obasanjo qui débarque à bord d'un avion personnel. Enfin, lui-même était venu, et comme d'habitude, simplement habillé, il a fait une petite réunion, là, le jour-là, et Simone Gbagbo devrait assister à la réunion. Mais il a dégagé Simone Gbagbo. Donc, il était très influent. Et aussi, aujourd'hui, Gbagbo estime que, peut-être, je ne sais pas, que par lui, comme vous le dites, je ne dis pas qu'il est blanc. Des erreurs ont pu être commises. Alors, comprenez qu'il s'en débarrasse. Parce que Nadi était là depuis 2001. Il n'y a pas eu de problème. Et qu'aujourd'hui, il dit, je retourne à mon ancienne confession. Donc,
catholique, ça ne pose pas de problème. Si c'est toujours la chrétienté, si c'est toujours le même Dieu qu'ils adorent, ça ne devrait poser aucun problème à quelqu'un. Encore que Simon aussi était catholique à l'origine, avant de devenir évangéliste. Donc il y a ces problèmes que nous ne pouvons pas cerner correctement. Raison de plus, il faut simplement acter ce qui se passe entre nos couples. Mais ce qui est sûr, que c'est un couple très politique, ça va influer forcément sur le pays. Encore que Afin N'Guessan est en embuscade, le 9 août prochain, Gbagbo va rencontrer tous les cadres du pays. Il a lancé un communiqué par son directeur de cabinet, dit « Je rencontre tous les cadres du pays, sans préciser Gore ou autre. » Et Afin N'Guessan a sorti un communiqué par son directeur de cabinet aussi pour rappeler Gbagbo à l'ordre qu'il demeure le seul et unique président du pays. Donc la guerre a commencé. Certainement que le camp RHDP va rester se régaler. Certainement. C'est pourquoi Gbagbo essaie de se rallier déjà au PDCI pour voir ce qui peut se passer, enfin l'alliance qui peut se faire. Ils l'ont déjà fait lors des élections législatives dernières. Donc ça va chauffer en Côte d'Ivoire. Alors par rapport au FPI, Hilaire Kofi Dia, on a l'impression que la crise au sein du FPI, elle n'est pas terminée. Je veux parler notamment de Pascal Afin N'Guessan, qui continue d'être légalement le seul président du FPI, et toutes les rencontres initiées par Laurent Gbagbo, où on l'a désigné comme président, ont été des rencontres qui ont été rétoquées dans la presse par le secrétaire général du FPI, Fidèle Afin N'Guessan. Mais ce même Afin N'Guessan avait dit dans des sorties que il remettrait l'UFPI dans les mains de son leader naturel dès qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? N'a-t-il pas assez de garanties? Quelle place lui réserverait-on dans l'après s'il retourne le parti en l'état à Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui se passe au FPI et qui justifie, on va dire, ce feuilleton-là qui est en train de se dérouler sous nos yeux? Non, contrairement à mon interlocuteur, moi je ne suis pas dans les secrets des dieux. Et ce que mon vis-à-vis, mon cher ami que je découvre ce matin, ignore aussi, il ne connaît pas mon parcours. Donc il ne peut pas affirmer sans coup férir que je n'ai pas été victime de situations qui appellent justice. Tout à fait. Donc, c'est vous qui m'avez lié, c'est vous qui m'avez donné comme famille Gbagbo. Nous allons refermer la parenthèse, nous suivre et évoluer dans le débat. Parce que je merci Emel Guérin. Merci Emel Guérin. Vous dites que je suis famille de la personne. Ça n'a aucun sens. Laissez-moi la police des débats. Allez-y, les Kofi. Et donc, comme vous le dites, la guerre elle se fera à l'interne. Parce qu'on a le retour de Gbagbo. Et on a N'Guessan qui a profité ou qui s'est fait utile lorsque Gbagbo était en difficulté. Et on a, et je l'ai dit, contrairement à lui, on a l'ex-première dame qui se voit comme l'héritier légitime du FPI. Mais je le rejoins dans le sens que Laurent Gbagbo est un stratège au pair, et qu'avec toute l'expérience, il saura amener les uns et les autres à accorder le violon pour que d'une seule voix, le FPI puisse finalement choisir quelqu'un susceptible de les représenter pour qu'il n'y ait pas une scission. Parce que si à l'intérieur du FPI, plusieurs ambitions se manifestent, cela ne va que les désavantager. Et donc, la parole, le dialogue, les échanges à venir, nous permettront de voir si le FPI pourra franchir cette étape ô combien difficile, compte tenu des sauts et des soubresauts politiques que ce camp politique fier aux Ivoiriens a connu. Et ceci dit, on ne peut pas, parce que ça n'a pas marché aux États-Unis avec la femme de Bill Clinton. On ne peut pas, parce que ça n'a pas marché ailleurs, dire que Simone Gbagbo laisse aux premières dames, ça ne va pas marcher en Côte d'Ivoire. Non. Les réalités, l'acclimatation, la façon d'appréhender la res publica
les élans, les ambitions ne sont pas identiques d'État à État. Et que dit Darda que Simon Gbagbo n'a pas de chance de prospérer parce que la femme de Bill Clinton a essayé, mais les démocrates ils ont estimé que cette union-là, on n'a pas besoin de la femme pour prendre et tout. Ce qui n'a pas marché aux États-Unis, ça peut bel et bien marcher en Côte d'Ivoire. Et ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire peut bel et bien marcher au Bénin. Même si ce qui marche en Côte d'Ivoire marche forcément au Bénin, marche forcément au Niger, marche forcément au Burkina Faso. Parce que ce qui marche, et ce sur quoi nous sommes unanimes, c'est que aucun dirigeant africain ne veut voir l'opposition s'exprimer. Il faut l'effacer, il faut l'emprisonner, à défaut, il faut tuer. Il y a au moins quelques rares bastions de démocratie encore sur le continent. Bon, tu vois, vous allez constater que c'est des États anglophones, c'est des États africains anglophones. Pour la plupart, effectivement. Pour la plupart, les États africains francophones, sous le joug de cette offense-là, ce n'est pas encore pour demain. Il faudrait qu'on dise les choses clairement. Ce n'est pas encore pour demain. Voilà. Et que les échanges, qu'ils soient apaisés, comme on demande aux autres de s'apaiser, et que mon interlocuteur ne prenne pas mes tics comme étant de mauvaise foi. Du tout. Juste que je les tire de ce qu'il dit, et il se trahit lui-même, puisqu'il sort certaines vérités qu'on ne peut pas simplement se documenter et avoir. Et je continue de dire qu'il est Gbagbo. Voilà. Voilà qui est clair. Et bien, par rapport à la situation au FPI, est-ce que vous avez l'impression que Pascal Affi-N'Guessan, quelque part, n'a pas raison? Parce qu'il a mené un combat tout seul contre tous ceux qui étaient des irréductibles Gbagbo-Légor, qui avaient estimé qu'il fallait dissoudre ou laisser mourir le parti en attendant le retour de son leader naturel. Lui, il s'est opposé, il a fait ce combat-là, il a tenu bon, il a gardé le parti, même s'il n'a pas réussi à élire un nombre important de députés quand il était aux élections. Il a au moins réussi à se faire élire lui-même. Aujourd'hui, on lui demande de retourner le parti à son leader naturel sans peut-être prendre en compte des propositions ou la place qu'il aurait dans ce nouveau FPI avec le retour de Gbagbo. Quelque part, est-ce que ce n'est pas humain et normal de vouloir savoir ce qu'adviendrait peut-être de moi si je vous confie ou si je vous remets tout ce que j'ai eu à faire quand vous n'étiez pas là? Je ne crois pas et je ne pense pas, à mon avis, que Affi-N'Guessan a été utile pour le pays en l'absence de Gbagbo. Pourquoi? Mais je comprenais même Assou Adoua qui avait fait la prison avec Gbagbo. Avec Gbagbo tenait des réunions en prison au temps d'Houphouët-Boigny. Mais Affi-N'Guessan, non. Affi-N'Guessan a fait la prison aussi. Non, pas le temps, au temps de Houphouët-Boigny. Oui, mais il a fait la prison. Qu'est-ce qui se passe? Le parcours de FPI, l'appel de 2011, a été tragique. Lorsque votre leader charismatique, le fondateur, était en prison, la seule chose à faire, c'est de l'écouter. Gbagbo n'a jamais désigné Affi-N'Guessan comme président du FPI. Jamais. Pourquoi il n'a pas écouté son leader? Parce qu'il pensait que Gbagbo ne rentrerait jamais. Ce qui était planifié, c'est ça. Ouattara, même des gens disent Ouattara était surpris de l'acquittement de Gbagbo. Pourquoi? Quand il avait été premièrement acquitté, qu'est-ce que Ouattara a fait? Il a fait appel, s'il vous plaît. Quelqu'un qui veut la réconciliation. Le premier acquittement en 2019 de Gbagbo, le gouvernement ivoirien a fait appel, s'il vous plaît. Et vous voulez me dire aujourd'hui que celui-là voulait que Gbagbo rentre à la maison? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, leur rencontre là, on verra bien. C'est des hommes politiques. Ils veulent, c'est vrai, ça apaise un peu la population de se dire que, avec tout ce que nous avons vu, ces deux Nations unies, des tensions vont s'apaiser. Mais ça ne s'arrête pas. Gbagbo continue de dire, j'ai gagné les élections en 2010. Il le redit. Il dit, j'ai remis une liste, j'ai demandé à ce qu'il libère les détenus. On verra bien s'il va le faire. Et il y a 2 jours, je vous l'ai dit, qu'il a dit publiquement que la place des hommes politiques n'est pas en prison. Et c'est fondamental. Maintenant, l'émergence de Simon Gbagbo, quand je parlais du cas du couple Clinton ou de ceci, ce n'est que des exemples. Je ne dis pas que forcément ce sera ça. Mais au vu des analyses que moi je fais aujourd'hui, ça ne prospérera pas pour Simon Gbagbo. On verra dans les mois qui vont venir. Pourquoi? Comment vous imaginez qu'elle puisse aujourd'hui prendre la tête du pays sans Laurent Gbagbo?
Si Laurent Gbagbo lui donne son motion, il n'y a pas de problème. Elle-même n'osera pas. Je ne vois pas Simone, avec tout l'amour qu'elle a pour Gbagbo, affronter Gbagbo publiquement. Elle ne fera pas. Elle n'a pas reçu cette éducation. C'est vrai. Elle se sent héritière et c'est normal, c'est légitime, parce qu'elle est membre fondatrice du pays. Tout à fait. Donc c'est normal. Je ne me gênerai pas de la voir à la tête du pays, et même candidat, d'accord. Mais les réalités, nous ne les maîtrisons pas. Il n'y a que Laurent Gbagbo seul qui maîtrise cette réalité-là, ce qu'il a vécu avec elle, pour en arriver là, pour décider à ce que, à l'écarter, simplement. Donc on attend la rencontre du 9 juillet prochain, avec 9 août, avec les cadres du pays. Et là, ce que Afin Guessin est en train de faire, c'est de la traîtrise purement. Et ces gens-là ne respectent pas leurs paroles. Puisqu'il a dit publiquement, je remettrai le pays quand Gbagbo rentrerait. Gbagbo est rentré. C'est vrai qu'il a demandé plusieurs fois d'audience. Il n'a pas été reçu. Il n'a pas été reçu. Ça veut dire que quelque part, Gbagbo lui reproche quelque chose. Mais peut-il retourner? Pourquoi? Peut-il retourner Hilaire Kofi-Dia, le parti en l'État? Quelque part, Mais ce n'est pas vrai. Le pays n'est pas en l'État. Le pays, il y a 2 pays. Il y a un pays qui est resté fidèle à Gbagbo. Pourquoi je veux parler de la légalité. Il n'y a que seul FPI légal. C'est lui qui a divisé le FPI. Oui, c'est lui. Ah oui, c'est lui qui a dû l'esprit, parce que c'est lui qui a tenté une action en justice pour prendre la tête du pays. Et comme il était dans des négociations douteuses avec le pouvoir pour qu'on le laisse tranquille, vous vous souvenez qu'il était le premier ministre de Laurent Gbagbo au cours de la crise. Ça veut dire qu'il a pris part au pouvoir. Et pourquoi il n'a pas été... il a fait la prison. Oui, d'accord. Pourquoi il n'a pas été... Il a été emprisonné des années. Oui, d'accord. Vous savez, le pouvoir politique est quelque chose de nébuleuse. Vous comprenez? Et Ouattara, un homme politique fort, qu'est-ce qu'il fait? C'est ramener des gens dans son camp. Et vous voulez me dire que Afin Guessin a été fidèle à Gbagbo? S'il a été fidèle à Gbagbo, pourquoi Gbagbo donne son notion au FPI Gore? C'est que Gbagbo n'est pas d'accord pour ce qu'il a fait. Parce qu'Afin Guessin a fait un choix. Aujourd'hui, n'est-il pas important de négocier avec lui pour ramener la paix? Parce que quoi qu'on dise, il continue d'être le représentant légal du parti. Monsieur Joannès, d'accord. Les élections dernières, qu'est-ce qu'il a fait depuis 10 ans avec le pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Gbagbo lui disait, ne va pas à cette élection-là. D'accord. C'est simple. Je vous ai compris. Ne doit-on pas aujourd'hui négocier avec Pascal Afin Guessin pour ramener la paix? Est-ce que le fait de continuer à dire il nous a trahis, nous ne le recevons pas, nous ne l'avons pas reçu, il aurait pu plusieurs fois le recevoir, il a même pris un vol, il était déjà en Europe, il n'a pas été reçu en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, continuer à traiter Pascal Afin Guessin de la sorte n'est pas, je dirais, des germes de tension au FPI? C'est forcément des germes de tension. Et la nature a horreur du vide. Afin Guessin, la nature a horreur du vide. Afin Guessin a comblé un vide. Et je ne comprends pas pourquoi mon interlocuteur estime que, parce qu'il n'est pas allé à l'école de Gbagbo, il n'a pas su gérer ou n'a pas tenu la bague pendant que Gbagbo n'était pas là, et que c'est forcément l'ami de Gbagbo qui a fait la prison avec lui, qui peut justifier ou qui peut apporter quelque chose, ou qui aurait pu apporter quelque chose à la FPI, au FPI. Non. Gbagbo, s'il a pu choisir d'aller donner des accolades à quelqu'un qu'il a écarté du pouvoir pendant 10 ans, pourquoi ne pas recevoir son fils politique, son fils politique, et qui plus est, et ce qui est recommandé, dans les rapports humains, l'écoute. Donc, on ne peut pas affirmer tout de go sur ce plateau qu'il y a traîtrise. C'est pourquoi je dis qu'il est dans les secrets de quelque chose qu'il ne veut pas nous dévoiler. Je ne peux pas faire certaines affirmations. Il sait quelque chose plus que moi ou plus que toi. Et donc, et il le dit bien. Il a dit chaque fois qu'il rejette ce que je dis, quand il prend la parole, je sens qu'il a quelque chose quelque part que nous, on ne sait pas. Voilà. Donc, Nguessin est utile, et si j'étais que de Gbagbo, je vais recevoir la main tendue, échanger, discuter, et voir dans quelle mesure on pourrait sauver le navire. Emile Guérin, c'est complètement épuisé. Un mot en 5 secondes. Oui, je voudrais simplement dire que vous êtes en plein oxymore en disant que quelqu'un qui sauve ma maison est contre moi. On ne peut pas être avec moi et être contre moi. D'accord. Ça n'a aucun sens. Ok, on vous aura compris. Vous êtes Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Hilaire Kofi-Dia, juriste, analyste politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour le numéro de Angle de Vue.
Restez informés à chaque instant sur SICA.